Dimanche 20 octobre 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le dernier Conseil des ministres a adopté un décret qui définit le travail d'intérêt général. Vous vous rappelez, c'est en 2017 qu'une loi institue le travail d'intérêt général de notre pays en vue d'élargir l'éventail des peines applicables au Niger pour permettre une meilleure réinsertion de certains délinquants. L'adoption de ce décret a suscité la réaction de certains acteurs intervenant dans le secteur judiciaire. Je propose de suivre leur résumé avec Ibrahim Aboutikire et Sadou Doumi. L'une des caractéristiques majeures du système carcéral nigérien, c'est la surpopulation. Un état de fait qui n'est pas sans conséquence sur le respect des droits des détenus. Et comme alternative à l'incarcération, l'on peut citer le travail d'intérêt général TIGE, dont le Conseil des ministres du 17 octobre 2019 s'est penché sur la question. Un acte qui est la bienvenue selon certains acteurs intervenant dans le milieu carcéral. Je peux ne que saluer vraiment l'effort de l'État pour cette grande responsabilité qu'il a eu à prendre, puisque le milieu carcéral a trop souffert, pour ne pas dire que cela, parce que tout simplement, auparavant, les peines alternatives ne sont pas vraiment appliquées, même si c'est appliqué, c'est d'une manière succincte. Donc, du coup, cette loi d'application au Niger de ce TIGE, je pense que c'est quelque chose à saluer d'une manière générale. La surpopulation dans le milieu carcéral va connaître une baisse avec la mise en œuvre du travail d'intérêt général TIGE pour certains délinquants. Pour ce faire, une vulgarisation de la loi 2017-005 du 31 mars 2017 portant institution du TIGE s'impose. Cette fois-ci, c'est de faire la vulgarisation d'abord de cette loi, puisque dans le passé, il y a eu l'expérimentation en 2006 au niveau des juridictions pour mineurs. Donc si aujourd'hui cela a été élargi, donc je crois qu'il va falloir faire la vulgarisation, donc tout cela. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une autre façon aussi de conjuguer les efforts au niveau de ces tribunaux qui seront dotés d'une nouvelle sanction hormis l'incarcération. En gestation depuis 2004, le TIGE est désormais applicable à certains délinquants au Niger. Place à sa mise en œuvre avec la collaboration de tous les acteurs concernés par la question. Un mot de sport à présent avec l'Assemblée générale élective ce matin de la Fédération nigérienne de rugby. Des travaux qui ont permis aux délégués de renouveler leur confiance au président du bureau sortant pour un nouveau mandat de 4 ans. Retrouvons Sadou Doumi et Ibrahim Tikir. C'est sans grande opposition que Daouda Nuhu a été réélu ce dimanche 20 octobre 2019 président de la Fédération nigérienne de rugby. Une confiance renouvelée par les délégués qui se justifie par des résultats positifs enregistrés au cours du mandat écoulé. Je peux dire que vraiment, c'est un bilan qu'on peut apprécier positivement. Et ce qui prouve vraiment que la confiance que les gens ont pour le président sortant, et voilà qu'il est encore reconduit sans opposition. Donc je pense que M. Daouda fait de son mieux avec son équipe pour porter vraiment haut le flambeau du rugby nigérien. Très satisfait, le président réélu de la Fédération nigérienne de rugby est conscient du travail à faire pour permettre au rugby nigérien de revenir dans le Gotha régional. Pendant ces 4 années, nous avons quand même fourni beaucoup d'efforts en multipliant les partenaires, tels que, comme vous l'avez entendu dans mon discours, le conseiller de l'ambassade dont je disais, M. Christophe, qui nous a beaucoup aidés et qui continue de nous aider, tels que certains sponsors, malgré leur situation financière, comme la Sopamine, la Nigelec, qui étaient vraiment des gens qui nous ont beaucoup aidés, tels que Areva. Donc, en plus, avant les mandats passés, nous n'avons pas un siège. Aujourd'hui, nous disposons de notre propre siège qui est là au nom de la fédération.
nos compétitions se tiennent régulièrement et ce qui fait qu'aujourd'hui on a tendance à être membre de World Rugby. Parmi les chantiers qui attendent l'équipe réélue de la Fédération nigérienne de rugby, il y a le développement du rugby féminin nigérien. Il existe le rugby féminin, mais actuellement, je peux dire que vraiment, il est en difficulté. Cette assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de rugby a été rehaussée par la présence des représentants du ministère des Sports et du COSNI. Tous ont dans leurs interventions salué le travail que mènent les responsables de la balle ovale dans le cadre de la vulgarisation de la discipline au Niger. Voilà, encore un mot de sport et une nouvelle que nous venons à l'instant d'apprendre avec la qualification de notre équipe nationale de football composée des joueurs locaux, le MENA A-Prime pour le CHAN 2020 au Cameroun. Le MENA a en effet été battu cet après-midi au stade d'Abidjan par la Côte d'Ivoire, mais avec sa victoire ici, le MENA est qualifié pour cette édition du CHAN qui se déroulera donc en 2020 au Cameroun. Nous allons bien sûr revenir avec beaucoup plus de détails sur cette qualification du CHAN du MENA A-Prime dans nos éditions de demain. Nous sommes dimanche, comme vous le savez. Chaque dimanche, nous recevons un invité sur ce plateau. Aujourd'hui, il s'agit de M. Moumouni Maman Hamissou. Il est le président du parti PJD Hakika. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler des questions politiques, avec notamment le processus électoral en vue des élections générales de 2020-2021 dans notre pays, un processus qui est en cours et qui fait débat. La Commission électorale nationale indépendante étant boycottée depuis son installation par l'opposition politique, elle continue tout de même de faire son travail et elle a lancé le 15 octobre dernier le processus de l'enrôlement pour le fichier électoral biométrique. Un processus d'enrôlement qui devait débuter le 1er octobre, mais dû à pour certaines difficultés, ça a été reporté au 15 octobre dernier. Alors, Monsieur le Président, nous sommes le 20 aujourd'hui, 5 jours après le début de cet enrôlement biométrique dans certaines zones, puisque la CENI a divisé le pays en zones. Dans la première zone, donc, quelles sont les dernières informations que vous avez sur l'enrôlement biométrique? Bon, je vous remercie de l'occasion que vous nous donnez et de votre invitation. Effectivement, ça fait 5 jours qu'aujourd'hui la CENI a commencé l'enrôlement du fichier biométrique, c'est-à-dire enregistrer les électeurs. Aujourd'hui, l'enrôlement n'est pas effectif. Il faut le dire, sur les 29 communes qui concernent la zone 1, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que quand vous prenez pratiquement Agadez, d'accord, la ville d'Agadez, l'enrôlement se déroule, mais avec des sérieux problèmes. Parce qu'il y a une situation qui est apparue. Aujourd'hui, vous avez des gens, une fois que vous êtes enrôlés, vous avez des individus qui essaient de vous intercepter pour essayer d'enregistrer dans un cahier votre numéro d'enrôlement. Okay. On ne sait pas dans quel but, à quelle fin. Ça se passe à Agadez. Ça se passe à Agadez, y compris même à Dosso. Mais je crois qu'au niveau de Dosso, ils ont dû prendre des dispositions. Et hier, nous, quand nos représentants nous ont saisis par rapport à cette situation, nous avons demandé de saisir le gouverneur de la région d'Agadez pour y mettre fin à cette situation-là. Parce que les gens sont en train d'enregistrer, on ne sait pas pour quel but, dans quel but, les numéros d'enrôlement des électeurs. Ça veut dire que ça a un but inavoué. Donc, ils se sont, des gens même ont été arrêtés, mais ils ont été aussitôt libérés. Donc, ça devient dramatique, cette situation-là. Donc, dans beaucoup de zones, ils n'ont pas encore commencé l'enrôlement. 5 jours après. 5 jours après. Dans beaucoup de villages reculés, vraiment, l'enrôlement n'est pas total. Mais avant ça, il y a un problème. Vous savez très bien que la CENI a procédé avant l'enrôlement, ils ont fait les audiences foraines. Il se trouve que beaucoup de citoyens n'ont pas leur état civil. Ils n'ont pas ce qu'on appelle des actes de naissance. Donc, ça cause problème. Et lorsque vous n'avez pas votre acte de naissance, c'est difficile de vous faire enrôler. Bien sûr. Et si vous n'êtes pas enrôlé, vous ne pouvez pas voter.
Donc ce problème-là, il faut le régler. Il faut sérieusement le régler. Et la CENI, aujourd'hui, traverse beaucoup de difficultés. Elle essaie de cacher ça. Elle essaie de cacher ça parce que la CENI pense que, en cachant les difficultés, telles que les difficultés financières, elle peut parvenir à... On ne sait pas quel est le but qu'elle cherche. Alors, si on doit s'arrêter sur ça, comment est-ce que vous savez que la CENI traverse des difficultés? Est-ce que vous êtes représenté? Non, nous ne sommes pas représentés, mais nous sommes censés savoir ce qui se passe. Nous sommes au Niger. Justement, c'est là où il y a le problème de la représentativité au sein de la CENI. Vous savez qu'au niveau de la CENI, actuellement, vous avez 5 représentants de l'opposition, 5 représentants de la majorité et 2 autres représentants. Des non-affiliés. Nous, on est contre ce principe-là. Ok. Nous avons dit que chaque parti doit être à la CENI. Oui, ça c'est un vieux débat que vous avez fait. Si on revient sur... c'est pas un vieux débat parce qu'aujourd'hui, la CENI souffre de cette légitimité. Ok, oui. Ok. Alors, si on revient sur ce processus de l'enrôlement, vous avez évoqué certaines difficultés. Est-ce que ça vous inquiète? Puisque nous ne sommes que dans la zone 1, nous savons bien qu'il va y avoir une seconde zone en début de l'année 2020. Est-ce que cela vous inquiète plus que déjà les inquiétudes que vous avez? Non, pas du tout. Oui. On peut rattraper ça, corriger, puisqu'ils ont 5 mois pour enrôler l'ensemble de la zone 1. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de consensus autour de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, mais je ne sais pas si les représentants de l'opposition, en fait, si les militants de l'opposition sont en train de s'enrôler ou pas, je n'en sais rien. Dans tous les cas, ils ont intérêt à le faire. S'ils refusent d'enrôler leurs militants, c'est leur problème. C'est qui suivent aujourd'hui, tout parti politique sérieux doit suivre la question de l'enrôlement. Parce que lorsque vous militants... Même si il n'a pas de confiance à la CENI, même s'il ne fait pas confiance à la CENI? Non, vous savez, le problème de la CENI, il est dû au problème du code électoral. Le manque de consensus autour de la question du code électoral. Parce que ici, c'est le code électoral qui n'est pas consensuel. Et la CENI est issue du code électoral. Mais ce n'est pas parce qu'une partie de la classe politique refuse d'être à la CENI qu'on doit arrêter. Écoutez, vous savez très bien que le président de la République a un mandat. Et ce mandat-là, il prend fin le 2 avril 2021. Et il a l'obligation de créer des conditions pour que les conditions soient créées pour aller à des élections libres, transparentes, démocratiques. Donc, le fait que la CENI fonctionne, ce n'est pas la question, mais la CENI doit être dans la position de pouvoir bien faire son travail correctement. Ce qui n'est pas le cas selon vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La CENI souffre énormément de 2 problèmes. La question financière, elle est là. Deuxièmement, la question de la légitimité de la légalité. La financière, dites-nous davantage. Quelles sont les difficultés financières que la CENI a aujourd'hui? Écoutez, quand on essaie de regarder, lorsque les gens qui sont censés de travailler, même les gens que la CENI est censée payer au niveau de la CA, ils ont des difficultés. Oui, ils ont des difficultés pour être rentrés dans leurs droits. Donc, ça veut dire que la CENI a un problème. Et vous savez, le Niger à lui seul ne peut pas organiser les élections. Il faut le dire les choses clairement. Le Niger va organiser des élections avec l'appui des partenaires sociaux, des partenaires financiers. Les partenaires financiers. Et ces partenaires-là, ils ont des principes. Ces principes, c'est d'abord un code électoral consensuel. Et ce code-là n'est pas consensuel. Il faut forcément que nous revenons sur ce code électoral, trouver la solution du consensus. Et le consensus que nous parlons, qu'on s'entend très bien. Parce qu'il y en a qui pensent que quand nous parlions de consensus, comme si nous cherchons un arrangement à X ou à Y. Non. Nous cherchons le consensus autour des questions essentielles. C'est-à-dire la question de la représentativité, l'égalité des chances des partis politiques au niveau de la CENI. Parce qu'il est inadmissible qu'un parti politique qui va présenter un candidat aux élections présidentielles, qui ira aux législatives, au local, et qu'on dise que ce parti-là n'a pas un représentant à la CENI. Au nom de quoi? Oui, mais puisque le processus est engagé, nous avons tout de suite parlé du début du processus de l'enrôlement. Ce consensus, même s'il est trouvé, est-ce qu'il ne faut
ne pas donc, dans ce cas, remettre en cause tout le processus qui est déjà entamé, qui est bien avancé. Pas du tout. Il faut avancer avec les points positifs et corriger les points négatifs. On n'a pas besoin de revenir sur certains points qui sont positifs. Par exemple, les nuisances foraines, c'est une bonne chose que les gens aient l'état civil. L'enrôlement, c'est une bonne chose. Il suffit tout simplement consentant. Et ça peut être la même CENI, ça peut être le même président de la CENI, mais l'essentiel que la classe politique dans son ensemble s'accorde sur un minimum. Et ce minimum, c'est quoi? Qu'il ait la confiance autour de la question du code électoral. Que tout le monde se retrouve au sein du code électoral. Voilà la question, voilà l'essentiel. Et aujourd'hui, je suis convaincu, si l'article 12 est réglé, du code électoral, on va faire un grand pas. Et l'article 12, c'est quoi? C'est lui qui parle de la composition de la CENI. Aujourd'hui, cette composition-là, elle pose problème. Elle pose problème. Parce que nous, on ne peut pas... Aujourd'hui, nous sommes un parti qui soutient le président de la République. Mais les 5 représentants de la majorité, nous n'avons pas été associés lors de la désignation de ces 5 personnes-là. Sur quelle base ils ont été désignés? Oui, mais puisque vous n'êtes pas dans aucun regroupement qui soutient le président, donc on ne peut pas vous associer. Vous n'êtes ni dans la MRN ni dans la PR. Comment on va vous associer? S'il vous plaît, nous sommes un parti qui a soutenu le président de la République. Lorsque la mouvance décide de désigner un représentant ou des représentants à la CENI, nous devons être saisis. Nous n'avons pas été saisis. Mais ça se fait dans un cadre, vous n'êtes pas dans le cadre, comment vous saisissez? Il s'agit ici d'une question de représentativité et d'un choix. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être dans un cadre. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là, mais nous devons être associés dans la désignation. Et alors, du reste, nous, on n'est même pas d'accord avec cette forme-là. Ok, alors, Président, sur la question de ce consensus, beaucoup se posent, tout le monde pratiquement l'a avancé, il faut un consensus pour aller à des élections apaisées, mais le déclic viendra de qui? Du président de la République, qui est le père de la nation, qui est le premier responsable, qui a le souci de vouloir organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Qu'est-ce qu'il peut faire exactement? Mais ce qu'il peut faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un consensus. Le blocage. Est-ce qu'il y a un acte concret qu'il peut poser pour qu'on aille à cela? Mais c'est que le président de la République demande qu'on revienne soit sur le code électoral de 2004 ou le code électoral de 2011. Le problème, il est réglé. C'est tout. Ce n'est pas un problème. Tout le problème, c'est autour de ce code qui n'est pas consensuel. D'accord, merci. Par contre, le code de 2004 ou le code de 2011, il y a au moins un minimum de consensus. Personne n'a à dire. Mais c'est ça qui manque, c'est tout. D'accord, ok. Alors, on va à présent parler de vous-même, parce que vous êtes, comme je l'ai dit, le président du PJD Hakika, et à ce titre, vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2016, et en juin dernier, en juin 2019, au congrès de votre parti à Dosso, vous avez été désigné, vous êtes donc un candidat déclaré à la présidentielle de 2021. Comment vous préparez cela? Mais surtout, le président Issoufou, vous l'avez tout de suite dit, vous êtes un soutien à lui, vous l'avez soutenu au second tour en 2016. Et c'est difficile, disons, que le PJD soit au deuxième tour, à une élection présidentielle. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, si aux élections de 2021, les présidentielles, le PJD n'arrive pas au second tour, est-ce qu'il est déjà dans la prédisposition de soutenir le candidat du Pendestaria, le candidat du président, donc le candidat de votre ami? Non, d'abord, je corrige. Oui. Rien ne vous dit que notre parti ne sera pas au deuxième tour. Oui. Nous vous demandons de le retirer. Nous sommes en train de faire un travail. Les élections de 2016, nous sommes partis à ces élections-là. J'étais le seul parmi les 15 candidats qui n'avaient aucun candidat aux élections aux législatives. Donc j'étais seul, tout seul. Parce que tous nos dossiers ont été versés, rejetés par la Cour constitutionnelle. Je me suis retrouvé seul. Et beaucoup de nos militants, lorsque nos dossiers ont été rejetés, ont été un peu frustrés. Donc, j'ai été pratiquement, il faut le dire, abandonné. Parce que les candidats aux législatifs, non seulement ils font candidat, ils font campagne pour eux-mêmes, et ils font campagne pour le président. De leur parti. Donc, nous, aujourd'hui, vous ne connaissez pas la représentation. Donc, c'est ça qui explique le faible score que vous avez enregistré. C'est clair. Ça, c'est clair. Vous allez voir en 2021. D'accord. Et nous, notre parti, aujourd'hui, avec les idées que nous sommes en train de véhiculer, parce que nous sommes convaincus que ceux qui vont faire la différence aujourd'hui, c'est les jeunes.
Et nous sommes convaincus, ce pays-là, et on a besoin des hommes intègres. Ce pays a besoin des hommes capables de redresser la situation. Ok, mais de toute façon, c'est une probabilité que vous ne soyez pas au second tour. Si ça arrivait, est-ce que vous allez soutenir le candidat, par exemple, du PNDS, si aussi lui arriverait au deuxième tour? Puisque c'est le candidat du président Issoufou Mahamadou, le sortant. Attendez. Oui. D'abord, je vous apprends que ça ne se passe pas comme ça. Ok. Lorsque des candidats vont aux élections, on ne parlera que de ça, que lorsque le problème va se poser. Okay. Aujourd'hui, nous sommes à un stade primaire des élections. Tout le monde, ceux qui veulent aller à des élections, encore, il y a d'autres candidats qui ne sont même pas déclarés. Et nous estimons que le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes capables d'être en deuxième position ou même en première position. Parce que, je vais vous dire une chose, ce qui se passe au Niger, ce n'est pas de la politique. Parce que lorsque vous détournez des biens publics pour aller corrompre des gens, pour acheter des voix, ce n'est pas de la politique ça. Notre parti aujourd'hui, nous en 2016, toutes les voix que j'ai eues, il n'y a aucune saleté dedans. C'est des voix que nous avons convaincu des Nigériens. Nous avons dit que nous avons un programme. Et nous avons un programme solide pour sortir ce pays-là dans sa situation actuelle. Président, vous ne voulez pas répondre à cette question. Est-ce à dire que les positions distantes qu'il y a entre vous et Mohamed Bazoum, que beaucoup connaissent de toute façon, vous n'êtes pas, on va dire, deux hommes politiques avec de très bons rapports. Est-ce que c'est cela qui explique ça? Attendez. Vous savez, le camarade Bazoum, c'est quelqu'un que je connais, qui me connaît. Nous avons mené beaucoup de combats ensemble, dans le cadre de beaucoup de luttes. Et Bazoum, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime. Parce que j'ai eu à échanger avec lui sur plusieurs points. Et avant, j'avais vraiment des idées, il faut le dire. Sur lui. Okay. Mais j'ai constaté que c'est un homme politique qui a quand même, on a certains aspects, on se retrouve. C'est un homme qui essaie d'être droit, c'est un homme qui essaie d'être, comment on appelle ça, clair et net dans ses rapports. Il est un peu comme Issoufou. Parce que je vais vous dire, le président Issoufou, nos rapports sont des rapports sincères. Issoufou, tous les engagements. Certes, nous avons eu aujourd'hui, en 2016, des problèmes parce que nos camarades n'ont pas été, il faut le dire clairement, placés à la chose, mais Issoufou, c'est un homme qui respecte ses paroles. Et je pense que Bazoum a ces caractéristiques-là. Donc, n'essayez pas de dire que... Donc, c'est possible que vous le souteniez s'il arrive au deuxième tour en 2023? Je vous dis que ça ne se passe pas comme ça. Okay. Les élections présidentielles, ce qui suit, nous sommes un parti de gauche. Nous, notre priorité se donnera, on le donnera à un parti de gauche. Okay. Donc, nous, ce n'est pas un individu qui nous intéresse. C'est le programme qui nous intéresse. Est-ce que ce programme-là, si ça s'avère qu'on n'arrive pas nous à être au second tour, si ce programme présente un des candidats qui agrée notre parti, on le fera. Ça, c'est clair et net. Donc, nous ne sommes pas à ce stade. Et je vais vous dire une chose. Oui. Les élections de 2021, il y aura des surprises. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Le peuple a compris. Aujourd'hui, les gens vont aller distribuer de l'argent. Les gens vont penser qu'ils vont utiliser des armes ethniques. Ça ne marchera pas. Les gens ont compris tout ça, ça n'a servi à rien. Parce qu'aujourd'hui, une fois que vous prenez de l'argent pour voter, donc vous n'avez rien à revendiquer demain. Il faut que partout dans les pays où vous avez vu les changements, regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Il n'a fait aucune campagne. Il n'a pas fait la campagne. Il a tout simplement adressé tous ses messages vis-à-vis des jeunes pour dire que moi, je vais créer les conditions pour qu'il y ait de travail pour vous. Vous parlez du candidat qui a été élu? Qui a été élu. Okay. Et il a été élu à 90% des jeunes, par les jeunes. Aujourd'hui, nous avons un programme cohérent pour créer de l'emploi. Nous avons un programme qui est capable de sortir ce pays-là de la misère. Parce que notre premier acte qu'on va poser, c'est de mettre un terme à la corruption. Parce que la corruption, elle gangrène le développement de ce pays-là. Nous allons créer des conditions que tous ceux qui ont eu, d'une façon ou d'une autre, ont pris des libertés avec les biens publics
ils vont rendre gauche. Le moment venu, nous vous en parlerons, Monsieur le Président, pour refermer ce journal. Pour que vous arriviez à faire tout cela, il faut bien sûr qu'il y ait ces élections libres, transparentes et inclusives. Vous, est-ce que vous croyez à ce processus, au fond, véritablement? Si, je crois. Okay. Je crois que les élections auront lieu. Ceux qui sont dans la position de penser qu'il n'y aura pas des élections, ou bien qui pensent qu'il faut créer des conditions pour qu'il n'y ait pas des élections, pour qu'il y ait un vide juridique, ils perdent leur temps. Ils n'ont même pas intérêt. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait un consensus. Que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, vous avez intérêt tous à être dans la position de créer les conditions pour que le président de la République actuel puisse passer le témoin. Et tant que les élections ne sont pas libres, tant que les élections ne sont pas démocratiques, il sera très difficile pour lui de passer les témoins. Et parce que lorsque les conditions d'une élection crédible ne sont pas créées, les gens ne l'accepteront pas. Donc par conséquent, ce pays n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, vu l'élan que ce pays a pris, parce qu'il faut le reconnaître, c'est pas parce que je suis un truc, le président Issoufou a posé un certain nombre de jalons. Il faut la paix pour pouvoir poursuivre ce qu'il a posé comme jalon. Mais la paix, ça se fait dans le consensus. Il ne faut pas qu'une partie s'accapare du code électoral, imposer sa loi et penser que non, ce que j'ai dit c'est comme ça, ou bien vous laissez tomber. Parce que j'ai entendu des gens dire qu'il y ait l'opposition ou pas, il y aura l'élection. Ceux qui le disent... C'est des membres du gouvernement, en plus. Écoutez, que vous soyez membre du gouvernement ou qui que ce soit, ceux qui le disent, ils ne rendent pas service au président de la République. Merci beaucoup. Nous sommes dans un état de droit. Tous les Nigériens ont droit à des élections libres, transparentes. Les élections ne sont pas organisées pour un parti politique ou pour des partis politiques. Ces élections sont organisées pour le peuple nigérien qui, lui, décidera de qui va diriger ce pays-là. Merci beaucoup, Moumouni Mamana Amissou, le président du PJD Hakika. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau ce soir, parler de toutes ces questions d'actualité qui intéressent donc les citoyens. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce journal. Très bonne suite des programmes sur la télévision.